judiciaire, mais aussi d'autres coopérations à d'autres niveaux soient développées pour qu'on ait en tout cas la meilleure relation possible avec la Gambie. Et la tenue récente de la 4e session du Conseil présidentiel témoigne de l'importance que les deux États accordent à l'étroitesse de ces relations et à la nécessité de toujours la hisser à des niveaux les plus élevés possibles. Pour ce qui est du projet de loi sur la Gambie, je pense que l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait un cadre légal qui permet de coopérer sur les enquêtes, sur les poursuites, sur la transmission des preuves et l'exécution des demandes judiciaires. Et comme vous le savez, nous vivons une époque où nous avons beaucoup de défis qui s'amplifient, qui se complexifient. Nous avons les défis du terrorisme, le défi de la criminalité organisée, les trafics, la fraude fiscale, la fraude douanière. Donc il est important qu'on ait un accord qui nous permette vraiment de bien maîtriser tout ce que cela importe en termes de garantie, de respect des lois, en termes de garantie qui vont nous permettre d'éviter tout ce qui est abusif, tout ce qui est, qui va au détriment de nos relations. Donc là, je voudrais le dire ainsi, et il y a notre honorable député qui a parlé du sort des Sénégalais avant la signature de la Convention d'entraide judiciaire. Bon, la Convention, avant ce projet d'accord, on avait déjà une convention qui existait, et c'est un dispositif qui date d'avril 1973, et les demandes qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur, n'est-ce pas, du prochain accord qui sera signé, ces demandes vont être régies par cette convention de 1973. Mais la convention qu'on va avoir actuellement va améliorer le cadre de coopération entre autorités judiciaires et va donc pouvoir garantir le respect des procédures et des droits fondamentaux de ceux qui sont concernés. Toujours pour revenir au Conseil présidentiel sénégalo-gambien, je remercie tous ceux qui ont salué sa tenue. Il y a des avancées importantes qui ont été faites. Je pense que, si je ne me trompe, on a eu 9 nouveaux accords, et ces nouveaux accords vont renforcer l'arsenal, n'est-ce pas, de coopération entre les deux pays, en faisant en sorte que la circulation des personnes et des biens soit beaucoup plus facile, qu'on ait une facilitation du transit frontalier au-delà des dispositions de la CEDEAO applicables en matière d'entrée et de séjour. Il y a aussi une définition d'un calendrier de densification des frontières, et ça c'est extrêmement important parce que c'est une question qui n'a pas été réglée depuis très longtemps. Et il a aussi été institué des mécanismes de suivi dans des domaines particuliers, dans le domaine de la justice, dans d'autres domaines, en tout cas pour faire en sorte que tout ce qu'il y a comme manquement puisse être réglé de la façon la plus importante possible. Sur la CPI aussi, je pense que la pertinence de l'accord se situe à plusieurs niveaux. Il y a un niveau juridique, il y a un niveau diplomatique, il y a un niveau politique et il y a un niveau institutionnel. Je pense qu'il est important, en adoptant ce projet de loi, que le Sénégal réaffirme son leadership historique en matière de justice internationale. Comme vous le savez tous, le Sénégal a été le premier pays au monde à ratifier le statut de Rome, et c'était le 2 février 1999. Cette précision, elle n'est pas anodine. Je pense qu'elle inscrit le Sénégal parmi les pionniers de la lutte contre l'impunité. Donc nous ne pouvons pas être en manque, n'est-ce pas, quand il y a des dispositions qui appellent à réaffirmer un peu la vigueur des dispositions prises en introduisant donc de nouvelles dispositions. Donc il est important qu'on adapte notre droit national aux réalités contemporaines, et comme vous l'avez si bien noté, les amendements qui sont concernés par cette convention touchent principalement à 5 domaines. C'est les armes empoisonnées, c'est les gaz toxiques et asphyxiants, c'est les balles expansives, c'est les armes biologiques, c'est aussi l'utilisation de la famine comme méthode de guerre. Donc ce document suit aussi l'évolution du droit international, suit aussi l'évolution, n'est-ce pas, des défis auxquels nous faisons face. En même temps, je suis d'accord avec la plupart
de certains, en tout cas, honorables députés qui ont parlé un peu de sentiment de focalisation un peu sur l'Afrique, sur le 2 poids 2 mesures. C'est une question que nous appréhendons et que nous comprenons et que nous avons déjà critiqué dans nos interventions dans les instances où se discute cette question de la CPI. Et je pense qu'il est aussi important que nous maintenions cette posture. Et quoi qu'on puisse dire aussi, je pense qu'il est important aussi qu'on souligne, disons, le principe de subsidiarité, cette nécessité de préserver d'abord la souveraineté judiciaire des États. Et c'est seulement quand les États, n'est-ce pas, sont dans une situation de défaillance qu'on pourrait peut-être appeler la CPI disons, à intervenir. Donc, je pense qu'il est important qu'on évite à la fois une adhésion aveugle à tout ce qui est fait, mais aussi une critique aussi systématique de la CPI. Quand cela ne s'impose pas. Alors, je voudrais aussi parler un peu du BBNJ, parler aussi de sa pertinence, c'est extrêmement pertinent. Moi, je suis très heureux que ce projet de loi ait été adopté en commission des affaires étrangères. Je pense que c'est un document qui a à la fois une portée environnementale, une portée économique, une portée scientifique, une portée géopolitique et une portée stratégique. Comme vous le savez, avec 700 km de côte, le Sénégal est profondément lié à l'océan. La santé des écosystèmes au-delà des juridictions nationales, c'est quelque chose de très, très important. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié la question qui a été posée ici sur les accords qui ont été signés avec certains États. J'ai aussi entendu la question qui a été posée aux récriminations faites par l'Union européenne sur l'exploitation, n'est-ce pas, de nos eaux. C'est une question que le ministère des Affaires étrangères suit quotidiennement, pas plus qu'hier. Il y a une réunion interministérielle sous la présidence du Premier ministre qui s'est penché un peu sur ce désaccord qu'il y a avec l'Union européenne. Comme je l'ai dit, les avantages sont multiples. Non seulement cet accord va nous permettre d'accéder, n'est-ce pas, aux nouvelles données scientifiques, aux technologies, mais aussi au financement. Donc il faut aussi comprendre que tout accord aussi, même s'il a un coût, mais aussi a des bénéfices, et ces bénéfices très souvent dépassent ce que l'État peut donner en termes de contribution. Et puis je pense que aussi, en adhérant à cet accord, nous allons réaffirmer le leadership diplomatique du Sénégal, comme on le sait, sur cette question, comme sur la question de l'eau, et là ça m'amène directement sur la charte de l'eau. Le Sénégal a toujours joué un rôle pionnier. Le Sénégal a été le premier pays au monde à avoir inscrit la question hydrique au niveau du Conseil de sécurité, et c'est devenu maintenant un élément constant de l'agenda onusien, au point que nous jouons maintenant un rôle extrêmement important. Là, je voudrais aussi parler me réjouir du fait que le Sénégal va co-présider avec les Émirats arabes unis en décembre prochain la conférence sur l'eau. Et la conférence préparatoire s'est tenue ici à Dakar. Et donc, sur ce plan-là, il n'y a pas en tout cas un pays au monde qui ait été beaucoup plus en avance sur cette question que nous. Le fait, par exemple, que nous ayons là l'OMVS et l'OMVG, mais ces deux organisations qui ont été portées, n'est-ce pas, sur les fonds baptismaux grâce à l'engagement du Sénégal. Il est bien vrai qu'on a pu engager d'autres pays, mais le Sénégal a joué un rôle pionnier et c'est salué partout dans le monde. Donc je pense aussi que quelque part, on a un rôle diplomatique majeur de leadership qu'il nous faut continuer de maîtriser. Et la charte de l'eau aussi, c'est un enjeu de sécurité pour tous les pays. C'est un enjeu de sécurité et c'est aussi, je pense, un moyen pour nous de consolider la sécurité hydrique du Sénégal. Et les bénéfices que nous avons, c'est des bénéfices qui sont à divers niveaux. L'agriculture sera impactée, l'élevage sera impacté, l'industrie, la production énergétique, la santé publique. Et tout cela, c'est uniquement dû au fait que nous avons pu quand même nous placer parmi les 7 pays qui, en tout cas, se sont mis en leader pour porter ce projet-là. Et le Sénégal, en tout cas, n'y verra que des bénéfices. Mais, ce faisant aussi, il est important aussi que dans cette charte de l'eau aussi, que nous maintenions une coopération de choix très serrée avec, n'est-ce pas, les pays qui nous entourent, surtout avec lesquels nous avons une coopération dans le domaine de la gestion commune de l'eau. Je veux parler de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée et de la Gambie.
Maintenant, je vais essayer maintenant de répondre aux nombreuses questions qui ont été posées, mais auparavant, j'aurais aimé un peu parler d'une question qui me tient particulièrement à cœur, et cette question a été abordée à plusieurs reprises, c'est la situation du bureau d'état civil. C'est une question prioritaire pour moi et mes services. Quand j'ai pris service, je me suis rendu compte des difficultés que rencontrent nos compatriotes pour s'octroyer des documents qui sont produits au niveau de ce service. Et c'est une question qui me fend le cœur. Et quand j'ai pris service, on a fait l'état des lieux et la première chose qu'on a vue, c'est qu'il y avait des pratiques de corruption qui étaient en cours. J'ai moi-même fait diligenter une enquête par la police, par en tout cas les services de sécurité, qui ont procédé à des arrestations. Et ces arrestations-là font l'objet d'instructions. Et on a fait savoir que tolérance zéro pour, n'est-ce pas, pour ces formes de corruption. Et j'ai toujours dit à tous ceux qui, en tout cas, s'entretiennent avec moi sur la question, que nous sommes toujours ouverts à poursuivre toute personne qui serait, en tout cas, impliquée dans ce type de comportement. Et je pense qu'il faudra le faire. Alors le problème qu'on a, c'est le problème particulier, c'est qu'on a eu une augmentation continue et significative du nombre d'usagers et qui résulte aussi de la croissance de notre communauté qui est à l'étranger. Nous avons des services qui sont exigus, qui ne règlent pas le problème, et nous avons essayé avec certains services de l'État, en particulier avec la SOGEPA, de chercher à trouver des locaux. Le premier problème à régler, c'est un problème de locaux. Malheureusement, que nous sommes confrontés à des difficultés pour cela. On n'a pas de budget qui nous permette, nous, ministère des Affaires étrangères, d'aller avoir des locaux pour couvrir, n'est-ce pas, ces services-là. Nous avons procédé à une demande. Si vous pouvez nous appuyer dans cela, mais moi, je serai de tout cœur avec vous. Si vous pouvez nous appuyer pour qu'on ait des locaux, même si c'est des locaux qui ne sont pas dans Dakar, mais des locaux qui sont même dans toute la région de Dakar, quelque part, où les gens peuvent venir, peuvent être traités de façon disons, honorable. Mais la vraie solution à ce problème, en attendant qu'on règle le problème de locaux, à mon avis, c'est le fait de procéder à une digitalisation des procédures d'octroi de ces documents-là. Avec la dématérialisation, les gens n'auront plus besoin de se déplacer pour venir faire la queue. Alors, on a commencé déjà à travailler sur cela. Mes services ont déjà engagé sur cette question. On est en train de travailler avec des structures comme l'ANEC, comme Senom, et avec aussi la CDC, si je ne me trompe pas. Alors, on est en train donc de voir comment on peut accélérer les procédures pour qu'on ait une dématérialisation. Pour moi, c'est l'aspect vraiment le plus crucial pour régler définitivement ce problème. Maintenant, en dehors de ce qu'on pourrait faire pour trouver des locaux où la dignité des personnes est préservée. Moi, c'est la seule question qui m'empêche de dormir la nuit. Quand je passe devant et que je vois ces Sénégalais qui sont là, sous le soleil, et beaucoup sont appelés, et peu sont élus, beaucoup viennent pour demander des papiers, rentrent sans avoir le papier, uniquement pour des questions de contingence, je trouve que c'est une situation qui est difficilement acceptable. Alors, l'honorable Abdoulaye Tall, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Vous avez parlé du sort des Sénégalais avant la signature. Voilà, je pense que j'ai déjà répondu à la question. Voilà, je voudrais aussi préciser que pour ce qui est du projet de loi sur